Bonjour et bienvenue à un autre épisode de Les Rendez-vous de l'Excellence 5.0. Merci d'être avec nous. Mon nom est Véronica Marquez et comme vous le savez, pour si vous êtes déjà participé avec nos épisodes, à tous les mois, on continue à parler de l'excellence opérationnelle et on invite des spécialistes de différents sujets qui peuvent venir contribuer à créer de l'excellence dans les organisations. Alors aujourd'hui, on a pensé que ça serait important et pertinent de parler des tarifs commerciaux. Alors, je voudrais souhaiter la bienvenue à Roch Préfontaine de la compagnie RBI Canada qui va venir s'entretenir avec nous sur la question des tarifs. Bonjour, Roch. Bonjour, Véronica. Ça va bien? Ça va bien, merci. Oui, Merci d'être avec nous. ça me fait Merci de plaisir. prendre le temps parce que je sais que tu es très occupé. Donc, merci énormément de pouvoir de prendre le temps puis de répondre à nos questions aujourd'hui. Avant de commencer, comme à l'habitude, les gens qui nous écoutent sur LinkedIn, je vais vous inviter à utiliser le chat pour nous envoyer vos questions, vos commentaires, ou même si vous voulez juste nous dire bonjour, ça va nous faire plaisir de savoir que vous êtes là. Et si vous pouvez aussi nous écrire de quel endroit vous vous connectez, ça nous donne un aperçu de les gens sont branchés de quel endroit. Alors, Roch, les tarifs. Un mot qu'on entend énormément en 2025. Qu'on n'a pas fini d'entendre. Pour partir tout ce bal-là et partir la conversation, peux-tu nous donner un aperçu de qu'est-ce qui t'a amené à travailler dans ce milieu-là? C'est, je pense, une occasion d'affaires qui s'est présentée en 2008. RBI Canada a été créé en 2007. C'était surtout axé sur les transmissions de données pour les manifestes des camionneurs. Le courtage s'est ajouté dans le temps. J'ai acquis en 2010 du capital action et j'ai fait comme M. Gillette. J'ai tellement aimé que j'ai acheté la compagnie en 2018. Depuis 2 ans maintenant, j'ai partagé le capital action avec une de mes employées et ma fille qui vont prendre la relève. Je dois me retirer éventuellement, mais l'histoire des douanes, mais ça ne cesse pas. Puis, de toute manière, j'aime tellement ça que, bon, je continue à travailler quand même sur une base assez régulière, puis assez à temps plein. Surtout maintenant, j'imagine? Oui, c'est ainsi surtout, mais là aussi, ce qui se rajoute, j'ai une employée qui est partie en congé de maternité la semaine passée. Puis, ma fille, une des actionnaires, est en lune de miel quelque part en Europe là, pour encore 2 autres semaines. Fait que, Ouais, mais oui, c'est des bonnes nouvelles quand même. oui, absolument. Fait que oui, les tarifs depuis janvier, là, ça nous rentre dedans. On entend parler un peu partout, un peu par n'importe qui aussi. Les tarifs, ça n'a pas commencé en janvier 2025. Aussi loin dans l'histoire, ça retourne à l'Antiquité. Il parle en Mésopotamie, en Égypte aussi, il appliquait certaines méthodes de tarifs pour réguler le commerce aussi, puis ramasser des fonds, nécessairement attirer des revenus. Puis après ça, dans le Moyen Âge, les rois, les royaumes aussi appliquaient des tarifs pour les commodités qui circulaient. C'était surtout dans ce temps-là pour financer la conquête du terrain, les armées, ces choses-là. Puis, un petit peu plus près de nous, au début des années 1900, les tarifs ont surtout été utilisés pour protéger un commerce intérieur. OK, par exemple, prévenir qu'il y ait un envahissement des 2x4 qui proviennent de Chine, tandis qu'on a des producteurs à l'interne dont on peut imposer des droits pour réguler un peu les mouvements des commodités. Puis, tout dernièrement, moi, je crois que les tarifs sont utilisés par nos voisins du Sud pour un petit peu bousculer commercialement les amis. Ses amis, je pense qu'on ne se sent pas trop amis avec En ce moment, non. l'autre de l'autre du côté sud de la frontière, mais je pense que c'est pour bousculer un peu tous les intervenants commerciaux là, qui font affaire avec les États-Unis actuellement.
Parce que je ne vois pas vraiment le but efficace de réguler une commodité si tu imposes 25 de tarif sur tous tes partenaires qui font affaire avec toi. Là. Oui, c'est intéressant, mais je pense que les gens en entendent beaucoup trop parler ces temps-ci, puis c'est un petit peu dur de déterminer qu'est-ce qui est la réalité versus qu'est-ce qui se dit aux nouvelles ou sur les réseaux sociaux, ces choses-là. Oui, mais en fait, on va juste réaligner un peu le tir avec nous, qu'est-ce qu'on veut faire aujourd'hui. En passant, bonjour Ruth, bonjour Benoît et bonjour Ali. On a Ali qui se joint à nous de l'Algérie. Je pense que c'est la première fois qu'on a quelqu'un d'aussi loin. Alors, bonjour et merci d'être là. Comme j'ai mentionné tantôt, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les rentrer dans le chat. On va essayer d'y répondre au fur et à mesure. Ça va nous faire plaisir de pouvoir les adresser. Dans le fond, aujourd'hui, la discussion qu'on veut avoir, c'est pas pour discréditer ou créditer la tactique que les États-Unis sont en train de mettre de l'avant. C'est pas non plus pour parler du président des États-Unis. C'est en marge de notre conversation. Ce qu'on veut, nous, aujourd'hui, c'est d'être capable d'expliquer clairement c'est quoi les tarifs, c'est quoi l'impact que ça peut avoir sur nos organisations et aussi comment on peut peut-être essayer de se préparer à affronter tout ça et de diminuer l'impact que ça peut avoir sur nos organisations. Donc, on pourrait avoir un débat politique et économique qui s'en suivrait. Je pourrais vous parler longuement du côté politique, pas tant que ça du côté économique, mais le but aujourd'hui est vraiment d'adresser les tarifs et comment on peut s'y préparer. Donc, Roch, tu nous as expliqué d'où viennent les tarifs. C'est intéressant de voir que c'est vraiment pas nouveau comme principe. Donc, il y a quand même une historique qui est derrière. Mais concrètement, parce qu'on entend beaucoup d'infos dans les médias qui paye le tarif. Est-ce que tu peux nous expliquer quand un pays met en place un tarif, c'est qui ultimement qui paye pour ce montant-là, pour ce tarif-là qui est mis en place? Le tarif, le montant de droit au tarif ou surtaxe, parce qu'il y a différents termes qui peuvent être utilisés un peu pour la même chose, va devoir être acquitté par l'importateur de record, qui peut être le vendeur, l'acheteur ou un tiers. Et c'est lui, à cause de la responsabilité de l'importation qui lui revient, il va être responsable de payer les droits, en fait, qui vont être soumis sur la valeur commerciale de l'importation. Par exemple, aux États-Unis, c'est beaucoup des exportateurs canadiens parce que les Américains, ils veulent comme pas beaucoup s'en occuper. Puis pour une compagnie canadienne qui va vendre à plusieurs entités aux États-Unis, c'est plus facile pour lui d'avoir un compte qui va gérer la multitude des drops qu'il va faire aux États-Unis. Fait qu'à ce moment-là, c'est lui qui va recevoir la facture, acquitter les droits, puis soit l'absorber ou l'inclure dans son prix ou le recharger aux clients américains dans ce moment-là. Fait que c'est pas toujours l'acheteur américain qui va être aux prises. Finalement, en bout de ligne, commercialement, oui, parce que le prix de la commodité va avoir augmenté de certains pourcentages. Fait que c'est au vendeur de prendre la décision, je coupe dans mes profits, j'augmente mes prix ou je revise mes contrats ou whatever. Il y a plusieurs entreprises. Les grosses entreprises, ils ont souvent dans le contrat d'échange avec les Américains, des clauses concernant l'augmentation ou la diminution des droits de douane qui vont être soit surfacturés ou diminuer les factures. Si on a des contrats avec des acheteurs américains, c'est peut-être quelque chose à voir actuellement ou pour le futur à ajouter. Mais si on a des contrats qui roule, c'est un petit peu dur de le changer. Ouais. Mais je dois être honnête que les Américains avec qui j'ai des échanges sont très compréhensifs. Donc, il y a des moyens de négocier ou de s'entendre pour le partage ou canceller des commandes. Au pire aussi, là, si on ne peut pas venir à une entente, qui va payer quoi dans ces échanges-là. Puis, ce qui est important, surtout dans l'échange, là, je vais parler beaucoup de l'échange versus
les États-Unis, parce qu'en Europe, ça se passe un petit peu autrement. Tout ce qui va être importé aux États-Unis doit être couvert par un bond, un cautionnement, qui garantit au gouvernement ou à l'administration américaine d'être payé. Fait que c'est le titulaire du bond qui est l'importateur de record qui garantit aussi. C'est ça qui supporte un peu les droits acquis qui doivent être payés, puis en quel temps, exactement, en même temps. OK. Et puis, si j'ai bien compris aussi, les tarifs, ils sont payables dès que la matière a transité la douane. C'est pas une facture que tu reçois puis tu as 90 jours pour la payer. Si tu reçois la facture, il faut la payer maintenant. Maintenant, il y a un programme qui existe aux États-Unis, le programme PMS, là, qui permet aux gens de payer une fois par mois. Il y a certaines conditions quand tu appliques ce programme-là, dont entre autres ton compte américain, il faut qu'il soit dédié qu'au paiement des droits et des surtaxes. Puis à ce moment-là, tu as un petit peu de latitude là, dans les délais, là, mais tu ne peux pas dépasser de 30 jours. Tu reçois ton rapport, tu as tant de temps pour le verser, puis tu reçois un rapport à tous les mois. Ça peut être une chose de faire parce que beaucoup, les courtiers, ils veulent se retirer parce que ça affecte leur liquidité, parce qu'eux, ils doivent les payer au gouvernement, puis ensuite collecter à leurs clients. Si le client fait faillite, mais le montant, ils ne peuvent pas dire je vais le rechercher là, à ce moment-là. Oui, je comprends. Ce qui est une bonne chose au Canada avec le nouveau programme GCRA que le gouvernement canadien a mis en place pour les importateurs. Tous les paiements des droits, TPS et droits, là, tout relève de la responsabilité de l'importateur directement. Fait que ça ne transige plus par un courtier en douane maintenant. C'est en place là, ces jours-ci. Ça se finalise ces jours-ci. OK. Fait que si on revient à l'impact que tout ça a sur les organisations, c'est quoi les besoins que tu vois actuellement? Que les organisations t'appellent pour te dire je suis pris avec ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les besoins les plus criants que tu entends? Ben, les besoins les plus criants, c'est de vraiment faire un examen des codes HS qu'on utilise pour vérifier. Pour ceux qui sont moins habitués à l'exportation par l'importation, peux-tu définir les codes? Oui, un code HS, c'est un code qui est attribué à une commodité. Okay. Les 6 premiers chiffres, c'est des codes qui sont reconnus internationalement. Donc, un bulldozer qui va être, par exemple, 1313.10, j'invente le chiffre, mais ça va être un bulldozer aussi au Maroc, en Égypte. Ça va être, les 6 premiers chiffres sont reconnus, je pense, c'est 187 pays. Puis la balance des 10 chiffres, c'est pour fin de statistique ou de classement pour chaque pays qui est utilisé. Donc, le code, c'est une composition de 10 chiffres qui est attribuée à une commodité selon l'utilité, de quoi c'est fabriqué, la dimension, le poids. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent déterminer. Donc, c'est important pour une entreprise de faire la vérification de ces codes-là, parce que dans le temps, ils changent. Il y en a qui s'éliminent, il y en a qui se rajoutent. Tu peux aussi peut-être éviter des droits si ton code HS n'est pas le bon, s'il peut être vérifié puis attribué de façon différente. Parce que dans les livres ou dans les sites des gouvernements, chaque code HS, si c'est duty free, sinon, ben, combien il y a de droits de douane, de surtaxe, si ça prend des permis, si ça prend des classifications spéciales, comme par exemple le bois, il y a des quotas dont tu dois faire des demandes à l'avance, puis au fur et à mesure que l'année avance, mais le volume disponible réduit selon ce qui a été exporté. Il y a d'autres affaires comme les armes, ça prend des permis spéciaux, ces choses-là. Puis, ce qui détermine ça, c'est le code HS. OK. Tu m'avais aussi parlé tu l'as mentionné tantôt, les contrats, de prendre le temps de réviser les contrats pour voir c'est quoi notre responsabilité comme vendeur ou comme acheteur, et si possible, dans certains cas, de revoir qu'est-ce qui est dans le contrat pour s'assurer de ne pas devoir absorber nécessairement la totalité des tarifs, ou en tout cas de négocier avec le client pour trouver un terrain d'entente. Ça, tu l'as mentionné un peu tantôt. Mais quand on se parlait pour préparer,
Tu m'avais aussi parlé de l'importance de, si on vend un produit qu'on a fabriqué, mais qu'on a acheté différentes composantes pour le fabriquer, tu m'avais parlé des composantes et d'où proviennent chacune des composantes. Oui, Peux-tu exactement. extrapoler un petit peu là-dessus? Ça, c'est pour déterminer le certificat d'origine de la commodité qu'on produit ou qu'on élabore ou qu'on élève ou qu'on fait pousser. Donc, si on produit, par exemple, je ne sais pas moi, des autos, ce qui est beaucoup populaire ces temps-ci, mais les Oui. composantes peuvent venir de différents pays. Ce qui va déterminer, en fait, à la fin, la voiture, elle est fabriquée où? Elle est d'origine de quel endroit? C'est la proportion de chaque pays avec des méthodes de calcul un petit peu complexes, plus la valeur qui a été ajoutée, soit par le montage ou par le travail qui a été fait dans une usine au Canada, qui va déterminer si on peut dire que c'est Made in Canada et si on peut produire un certificat d'origine. Pour le Canada, c'est CUSMA à cette heure qui est valide encore pour quelque temps, puis qui peut nous permettre d'avoir certaines exemptions de taxes ou de droits. L'entente qui a été signée, je ne me souviens plus trop, je pense que c'est il y a 3 ans, permettait à tout ce qui était produit au Canada, États-Unis et Mexique, où on pouvait émettre un certificat d'origine, un CUSMA, d'être exempt en majorité de droits de douane au travers des 3 pays. On a le même genre d'entente aussi avec l'Europe, qui est le CETA, et certaines autres parties du monde aussi. Mais ça, c'est à vérifier vraiment avec le courtier en douane si on importe de ces pays-là pour être en droit de ne pas payer de droits. Parce qu'il y a certains critères qui doivent être respectés, comme par exemple, pour qu'un CETA soit valide au Canada, il faut que la commodité soit expédiée du pays qui dit qu'il est CETA. Par exemple, j'achète des brocheuses qui sont fabriquées en Allemagne. Ils ne peuvent pas transiter par l'Angleterre et s'en venir au Canada. Il faut vraiment qu'ils proviennent de l'Allemagne directement pour qu'on puisse exiger l'exemption de ne pas payer des droits de douane sous CETA. OK, je comprends. Et puis, bien évidemment, on a parlé aussi dans les besoins des organisations, puis là, les médias en parlent tout le temps, mais de diversifier nos marchés le plus possible. Donc, une entreprise qui décide maintenant de dire, bon, OK, on ne peut pas vivre avec la situation actuelle, on veut diversifier nos marchés. Qu'est-ce que tu leur proposerais pour, en fait, l'accompagnement ou quelle démarche ou réflexion on doit entreprendre avant peut-être de choisir le marché ou de voir comment on peut exporter notre produit vers un marché X? Ben, ce serait important de voir comment est reçue la commodité qu'on produit dans le pays où est-ce qu'on veut exporter. C'est soumis à des quotas, à des droits. Ça, bien évidemment, il y a un courtier en douane qui est capable d'effectuer ce travail-là. Des choses qu'on doit tenir compte également, c'est les exigences du pays hôte pour ce qui est de l'étiquetage. Les langues, ça peut être très différent d'un pays à l'autre aussi. Tu as besoin d'un permis dans ce pays-là pour vendre cette commodité-là. Et finalement, le coût du transport aussi. Ce qu'on amène en camion à Plattsburgh, ben, ça ne coûtera pas la même affaire si on l'envoie à Londres, en Angleterre ou quelque chose comme ça. Fait qu'il y a certaines commodités que c'est pas possible de le faire parce que ça va coûter trop cher en bout de ligne, à moins d'envoyer ça en des quantités nombreuses. Mais quand on débute dans un pays, bien, ça va être à petite échelle, là. Mais il y a vraiment une évaluation à faire. Mais je pense qu'on n'a pas tellement le choix qu'au moins le regarder, les possibilités, de voir qu'est-ce qui se passe ailleurs dans le monde, puis s'il y a des possibilités de le faire ou pas, là. Parce qu'il n'y a pas juste les États-Unis, là. Il y a le Mexique qui est quand même 140 millions de personnes, qui est
pas à quelques heures, mais à quelques jours de transport, puis qu'il y a des liens de transport très réguliers entre le Mexique et le Canada qui se fait que les prix sont quand même, je dirais, abordables, entre guillemets. Oui. Puis, tu sais, c'est quand même une gang de consommateurs qui peuvent être attirés par les commodités qu'on produit. Oui, tout à fait. Puis d'un point de vue de douane, donc là, à ce moment-là, ça serait de regarder les codes HS, de regarder s'il y a des ententes commerciales qui existent déjà avec le pays qu'on est en train de cibler et voir comment notre produit est affecté par ces ententes-là ou peut-être épargné par ces ententes-là ou épargné par les tarifs. Donc, ça vaut la peine, tu sais, de toutes les conversations qu'on a ensemble, je me rends compte que ça vaut la peine d'entamer ces conversations-là avec un agent douanier bien avant de commencer à expédier. Là. C'est pas demain matin, j'ai un container qui ramasse, c'est pas là qu'il faut se parler. Il faut se parler combien de temps à l'avance, c'est l'idéal? Est-ce qu'il y a un chiffre ou Ben non, il n'y a pas de chiffre, parce que ça dépend, il y a plusieurs facteurs, mais moi, mes clients, il y en a que je lui parle tous les jours ces temps-ci. Ah, j'imagine, oui. Puis il y en a qui m'appellent, justement, c'est arrivé il y a quelques jours, j'ai un colis qui est pris aux douanes, peux-tu m'aider? Je ne sais pas pourquoi il est pris là. Ben, t'as-tu ton GCRA? T'as-tu un courtier en douane? Fait que non, oui, OK, ben oui, je peux t'aider, mais pour cette fois-ci, pour cette commodité, mais après ça, il faut ouvrir un compte en bonne et due forme. Mais si on prévoit faire un achat ou vendre, aussitôt qu'on pense à l'extérieur du Canada, il faudrait penser, ouais, il faut que je parle à un courtier en douane, il faut que je parle à quelqu'un pour m'orienter, au moins pour établir qu'est-ce que ça prend. Puis dans l'échéancier dans le temps, là, OK, là, je vais avoir mettons, une entente avec un acheteur américain. Là, il faut faire vérifier est-ce que l'Américain est dans le système des douanes américaines. Sinon, il faut y faire signer un papier. Puis, il y a plusieurs étapes à suivre. Mais oui, la communication avec son courtier ou un agent douanier, c'est primordial, là, aussitôt qu'on pense à acheter ou à vendre à l'extérieur. Là, c'est une colle, ma question, mais quand on parle d'avoir, de prévoir les conversations qu'on a besoin d'avoir avant de commencer à expédier, moi, je me souviens quand j'étais encore dans le monde corporatif, ça arrivait souvent que les équipes de vente nous arrivaient, hey, on a une opportunité, il faut expédier ça demain matin parce que là, on va faire tant d'argent. Puis c'était des nouveaux clients avec qui on n'avait jamais travaillé, mais il y avait la pression des équipes de vente de sortir le produit le plus rapidement possible. Puis je travaillais à l'exportation. Fait qu'aujourd'hui, si on le fait de cette manière-là, on risque d'avoir des impacts qu'on sous-estime ou qu'on n'a pas nécessairement compris, surtout si on commence avec ces types de clients-là ou dans ce marché-là. Fait que, ça serait quoi la recommandation que tu pourrais faire pour aligner à l'intérieur de l'organisation le processus pour éviter de gérer des mauvaises situations puis d'être le plus proactif possible? Y a-t-il un processus idéal que les organisations pourraient considérer à mettre en place? Ben, moi, je conseillerais aux gens à l'interne, il doit y avoir des meetings, quelque chose, de dire aux ventes, aussitôt que vous avez un prospect aux États-Unis, vous avez quelques questions à y poser avant de conclure quoi que ce soit. S'assurer que nous, comme vendeurs, on a un compte ouvert avec un courtier américain, première des choses, parce qu'ouvrir un compte, là, c'est 2-3 jours ouvrables. Là. Ça dépend à quelle vitesse qu'on obtient les signatures. Puis, un coup que ça c'est fait, quand on a un prospect aux États-Unis, bien, 2-3 questions, il demandait c'est quoi le nom légal de l'entreprise, le numéro EIN de l'entreprise. Fait qu'au moins, il y a quelques vérifications qui peuvent être d'emblée, qui ne coûtent pas beaucoup d'argent nécessairement. Fait qu'on va être aligné pour savoir, OK, il y a une vente demain matin, oui, on peut expédier parce qu'on a fait les recherches un peu à l'avance. Mais quelqu'un qui m'arrive et il dit, il faut que ça parte demain matin, ben, si c'est à 5 heures le soir, ben, on ne pourra pas le faire parce qu'on ne pourra pas vérifier s'il est dans le système des douanes. Puis ça ne sera pas mieux si on expédie et le camion est en attente plusieurs heures à la frontière parce qu'il n'y a pas de dédouanement effectué. Là. Non, puis les coûts sont astronomiques là, si on a des délais aux douanes.
Parce que là, tu as des délais, il faut que tu payes à l'heure parce qu'il y a des délais d'attente. Puis, fait que il y a quelques questions à poser quand on a un prospect qui sont très, très simples et qui peut accélérer le processus puis mettre en place des choses plus certaines qui vont être validées avant de faire une expédition. C'est pas tellement compliqué. Là. OK. On a 2 questions qui viennent de rentrer. La première question de Marsha. Quel est l'impact, salut Marsha en passant, merci d'être là. Quel est l'impact sur les industries de services, comme par exemple une personne qui fournit des services de conseil aux États-Unis ou au Canada? Ça, j'en ai pas beaucoup parce que j'ai pas de clients qui sont dans les services comme tels, mais je crois pas qu'il y ait un impact d'un code HS sur un service qui est donné au côté américain ou pas. Moi, j'en donne des services du côté américain, je les facture, mais il n'y a pas de code HS, il n'y a pas de droit de douane, puis il n'y a pas quelque chose physiquement qui traverse d'un côté comme de l'autre. Si on amène du know-how aux États-Unis, si on vend des licences de logiciels, là, oui, il peut y avoir des impacts parce qu'il y a des déclarations à faire. Mais si tu offres une prestation de service, c'est comme si tu achètes, je ne sais pas moi, de l'info nuagique d'Amazon qui est situé aux États-Unis, ben, tu ne payes pas de droit de douane, puis c'est quelque chose qui est dans l'air qui traverse les douanes. Fait que je ne pense pas qu'il y ait d'impact des tarifs sur les prestations de service. Parfait. Deuxième question de Benoît. Il écrit « Nous fabriquons des équipements de centre de tri que nous envoyons aux États-Unis et ceux-ci, au final, seront installés dans une usine, un centre de tri aux États-Unis. Est-ce que, comme la finalité sera un ensemble de composantes assemblées aux États-Unis, les tarifs s'appliquent quand même? » C'est une question très précise. Oui, bien, il faut déterminer c'est quoi le code HS, mais en principe, si c'est quelque chose qui est construit en module au Canada, dans le but de faire une entité, même si c'est envoyé en pièces détachées dans le but de faire une entité, la même aux États-Unis, ça va être le même code HS pour toutes les composantes. OK? Ça ne sera pas la composante A, ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6. La composante B, 9, 9, 8, whatever. Fait que faut déterminer vraiment c'est quoi le code HS. Allez voir dans la réglementation, bon, c'est quoi, puis oui, puis s'il y a des codes qui s'appliquent. Mais si c'est fabriqué au Canada, actuellement, tu peux émettre un CUSMA, donc tu es exempt de tarifs à matin, aujourd'hui. Je ne peux pas te dire pour demain, ni pour la semaine prochaine, mais là, si tu peux signer un CUSMA, tu es exempt de droits de douane et de surtaxe. Quand on dit signer un CUSMA, tantôt, tu as parlé d'un certificat d'origine, puis après, tu l'as c'est la appelé même un chose. CUSMA. Parce que le CUSMA, on l'appelle, c'est le certificat d'origine qui prévoit actuellement, parce que l'entente de 4-5 ans qu'on a signé avec Mexique et États-Unis, ça s'appelle le Un CUSMA, CUSMA. Canadian United States Mexico. Mexican Agreement. En anglais, les Américains, c'est le USMCA, puis les Mexicains, c'est d'autres choses, mais ça veut tout dire la même affaire. C'est la même entente. OK. Parce que moi, quand j'ai commencé ma carrière, je travaillais en international, fait que j'importais des conteneurs et j'expédiais des conteneurs. Fait qu'il y a des choses qui me sont familières, mais à l'époque, on appelait ça juste un certificat d'origine. Oui, puis il y a eu le NAFTA. Avant le Oui. CUSMA, il y a été le NAFTA qui a été pendant plusieurs années. Puis quand ça a été renégocié, il y a un certain monsieur qui voulait qu'on change le nom pour dire que c'était lui qui l'avait fait. Fait que Oui. depuis ce temps-là, c'est CUSMA. L'année prochaine, ça va peut-être être d'autres choses. On ne sait pas. On verra. On verra s'il y a entente aussi, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Ben, demain matin, ça pourrait être autre chose. On ne le Oui, sait pas. c'est C'est ça une partie du problème. Ben, la grande partie du problème, c'est l'incertitude qui est alentour de tout ça qui fait en sorte qu'on ne peut pas vraiment se positionner ou se préparer parce qu'on ne sait pas où ce que ça va être rendu demain. Fait que c'est justement pour ça qu'on voulait quand même aborder qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour diminuer un peu les impacts. Ça fait quand même longtemps, Roch, que tu travailles dans ce milieu-là, que tu opères avec des entreprises, surtout manufacturières, qui transigent de la matière à gauche et à travers différentes douanes.
Est-ce que tu as des exemples concrets que tu peux partager avec les gens qui nous écoutent pour démontrer l'importance de bien planifier? Ou des exemples de gens qui ont d'entreprises, encore une fois sans les nommer, qui n'ont pas fait cette planification-là puis qui ont eu des impacts assez importants aussi? Oui, j'avais sorti 2 exemples, dont une, c'est une entreprise avec qui je travaillais, qui est arrivée par une recommandation d'un transporteur. Puis de fil en aiguille, en posant des questions sur son produit, je me suis rendu compte que le code HS, c'était peut-être pas vraiment la bonne affaire. Fait que là, j'ai demandé une rencontre avec mon client, puis j'ai posé certaines questions, on a fait des vérifications, puis en fait, code HS s'est retrouvé à être autre chose qui était plus taxable que qu'est-ce qu'il y avait là qui l'était. Puis en lui posant la question, ça vient d'où, ce code HS-là? J'ai fait une recherche, le 4-5 ans, sur Internet, puis c'est ça que j'ai trouvé. Fait que j'ai dit, OK, mais c'est parce que des fois, oui, faire une recherche sur Internet, ça peut nous donner une idée, mais c'est parce que ton code HS, il peut être déterminé par c'est quoi l'utilisation finale que tu en fais du produit. Ou s'il est fabriqué en bois ou en plastique, ça va être 2 codes différents. Fait que c'est important vraiment de valider ce code-là. C'est pas faire une recherche. Oui, il y a des très bons sites qui peuvent nous orienter, mais surtout quand on est aux prises avec des tarifs comme on a actuellement, là, on a besoin d'être vraiment précis parce que la même chose, si on utilise un code HS parce qu'il est exempt de droit, puis en fait, on sait que dans les faits, ça devrait être autre chose, puis on devrait payer, mais la douane a pu revenir en arrière 7 ans, puis s'ils prouvent que c'est intentionnel, bien, ils peuvent revenir en arrière à vie. Fait Ça que, va coûter cher. oui, exactement. Il faut faire très, très attention. Puis un autre cas, c'est un nouveau client avec qui les tarifs ont beaucoup d'impact. Avant, ça en avait moins, mais là, eux sont dans de la matière qui est fabriquée avec de l'acier, fait qu'ils sont soumis à des taux vraiment importants. Fait que c'était surtout de planifier quand, puis les valeurs, ça peut être transporté aux États-Unis. Fait qu'on pouvait prévoir à l'avance, bon, mais tel voyage, ça va te coûter tant en droit. Fait qu'il pouvait ajuster sa liquidité, puis voir aussi avec ses clients à l'avance, c'était quoi qui était pour être les impacts financiers. Aussi, il y avait une partie des envois vers les États-Unis qui étaient made in China. Fait que là, c'est rendu à 170%, je pense. Ce matin, oui. Oui, depuis lundi. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'il a exporté, envoyé aux États-Unis ce qu'il avait besoin pour 1 an. Il l'a envoyé en janvier avant l'imposition ou l'augmentation des taux parce qu'il y avait déjà des douanes. Fait qu'ils ont pu économiser là, des montants quand même substantiels en faisant ça. Il y avait un coût quand même de liquidité parce que c'était de Oui, oui. valeur quand même importante. Mais là, ils sont corrects là, pour 1 an. Puis dans 1 an, en espérant que tout le monde calme le jeu. Oui, en espérant, exactement. Mhm. Benoît, il fait dire que merci pour la réponse, que tu as très bien compris sa question. Fait que tant mieux si on a pu y répondre. Une Good. nouvelle question qui vient de rentrer de Marsha. En ce qui concerne l'excellence opérationnelle, et merci Marsha, tu le sais que ça me touche quand on parle de ça, pensez-vous que les entreprises vont continuer à investir dans l'amélioration de la productivité pendant cette période ou est-ce que ça va être trop difficile de vendre de l'excellence opérationnelle comme avantage concurrentiel? Ça, c'est moi qui réponds ou toi? Je pense qu'on peut faire chacun une partie Ouais. de réponse. Nous, ce qu'on remarque, c'est que c'est sûr, il y a une diminution dans le volume des transactions, ça c'est certain. Il y a du monde qui sont un petit peu, je dirais, sur les freins à cause de l'incertitude. On remarque que les investissements sont un peu à la baisse, justement à cause de cette raison-là. Fait que moi, je pense que c'est un bon moment, justement, pour s'asseoir, évaluer les prestations de services qu'on a au niveau l'import-export, essayer de valider qu'est-ce qu'on fait,
puis essayer de voir où on peut être meilleur aussi, où on peut économiser, puis où on peut être proactif. Fait que pour ma part, je pense que oui, c'est un bon moment, faire l'exercice à l'interne, investir dans des gros équipements pour améliorer le coût, abaisser le coût de production pour peut-être absorber une partie des tarifs. Ça peut être une stratégie, mais je doute Ouais. fort à cause, bon, est-ce que le produit va être en demande ou ça, je ne me prononcerai pas là-dessus. Bien, on va savoir aujourd'hui le taux d'intérêt de la Banque du Canada s'en va où. Donc ça Et va il reste peut-être stable, aussi. hein? Ça a Il est sorti. resté stable? OK, bon, Ouais. j'avais pas vu l'info, merci. Donc ça va nous donner une indication de ce qu'on peut aller chercher des prêts pour améliorer nos équipements qu'on a en place. Pour ma part, je vais renchérir sur ce que tu as dit, Roch. Quand on a un ralentissement et si on peut se permettre que notre équipe demeure toute là en place et qu'on n'est pas obligé de faire des mises à pied, pour moi, c'est une excellente opportunité d'entamer de la formation à l'interne et d'entamer justement des projets d'amélioration continue. L'excellence opérationnelle, c'est un ensemble d'activités, c'est un ensemble d'éléments qu'on doit mettre de l'avant pour s'assurer de s'en aller dans cette direction-là. La formation des employés, développer les compétences internes, ça en fait partie. Et améliorer la productivité, évidemment, ça en fait partie. Améliorer la productivité, ça passe pas toujours par des nouveaux équipements. Puis je vous donne un exemple. Moi, je fais régulièrement des activités, des ateliers de travail dans les organisations où on cartographie un processus du début à la fin et on implique toutes les personnes qui font partie de ce processus-là. Fait un exemple, on cartographie le processus de la commande client à l'arrive jusqu'à temps qu'on l'a expédié à la fin de notre production ou à la fin de la préparation de commande. Il y a différents départements qui sont impliqués, différentes personnes qui sont impliquées dans toute cette étape-là. Et sans exception, à chaque fois que je fais ces ateliers-là de cartographie avec les équipes, il y a toujours des gens qui me disent « Ah, je ne le savais pas que quand moi je faisais ça, c'était ça l'impact que ça avait sur quelqu'un d'autre. » Fait que d'améliorer cette compétence interne-là, de comprendre comment mon travail a un impact sur la personne en amont ou en aval, c'est critique pour améliorer notre productivité interne. Puis on n'est même pas dans de la productivité nécessairement de manufacture ou de fabrication, mais juste compétence administrative, de déplacer de l'information d'une personne à l'autre. Un autre exemple que je vois régulièrement, c'est quelqu'un qui me dit « Moi, toutes les semaines, je prends 3 heures ou 4 heures pour créer un rapport que je distribue à 12 personnes. » Quand je demande, les 12 personnes font quoi avec ce rapport-là, la personne me répond tout le temps « Je ne le sais pas. » Puis j'exagère pas là, quand je vous dis 3-4 heures. Là. C'est encore très fréquent malgré tous les outils technologiques qu'on a. Et quand je commence à poser à ces 12 personnes-là, qu'est-ce que vous faites avec le rapport? C'est pas des farces. La majorité des gens me disent, moi, je l'archive. Je le regarde pas, je l'archive. Il y a 1 personne ou 2 personnes qui regardent le rapport. Fait que l'amélioration de la productivité, ça passe pas nécessairement juste par des nouveaux équipements ou des nouveaux systèmes informatiques. Ça passe par comprendre qu'est-ce qu'on fait à tous les jours, comment est-ce qu'on travaille dans nos processus à tous les jours, puis qu'est-ce qu'on peut éliminer qu'on fait parce qu'on l'a toujours fait ou parce qu'on a été formé de cette manière-là, mais qui va avoir un impact immédiat sur qu'est-ce que les gens travaillent. Ce qui est important, c'est de trouver qu'est-ce qu'on fait qui apporte de la valeur au service ou aux produits qu'on livre et qu'est-ce qui apporte pas de valeur qu'on pourrait enlever de l'équation. Donc, pour moi, je comprends l'incertitude, la problématique que toute cette situation-là amène, mais je pense que l'opportunité qui se cache derrière, c'est que si on est capable financièrement d'assumer le coût de maintenir les employés malgré l'incertitude qu'on vit maintenant, si on a un ralentissement, c'est peut-être une excellente opportunité de regarder nos processus à l'interne pour éventuellement après s'en aller vers de la robotisation puis de l'automatisation. Mais de toute manière, pour se rendre là, pour amener l'industrie 4.0 sur place, il faut qu'on ait compris nos processus à l'avance. Donc, pour moi, c'est une bonne occasion de le faire. Est-ce que c'est tout le monde qui peut se permettre de le faire? Ça, c'est une autre question. Mais pour moi, c'est l'opportunité, elle est là, puis je pense que ça vaut le coup de le faire. Surtout si on est capable de diminuer notre coût de production. Et là, l'impact des tarifs va peut-être être un peu moins grand si on est capable d'améliorer notre productivité, de réduire notre coût de production. Exactement. Puis je suis d'accord avec, c'est pas parce qu'on fait quelque chose depuis 5 ans que c'est la bonne manière de le faire. Non. Non.
Moi, ça, quand quelqu'un me dit on a toujours fait ça comme ça, pour moi, là, c'est ma phrase préférée parce que ça veut dire que si on le fait toujours comme ça, on n'a peut-être pas pensé à est-ce qu'on pourrait le faire autrement? Est-ce qu'on pourrait peut-être le faire en moins de temps? Est-ce qu'on pourrait le faire différemment? Et surtout, est-ce qu'on a encore besoin de le faire? Oui, puis Donc, pourquoi qu'on le fait comme ça aussi? C'est effectivement. ça, je l'entends à toutes les semaines. C'est le code qu'on utilise depuis pas 50 ans, là, parce que c'est pas relatif, là, mais mettons, le moyen d'importer qu'on utilise depuis 5 ans. Ça fonctionne bien. Mais quand je lui dis vous êtes dans l'illégalité, ben, ils disent non, ça fonctionne à toutes les fois, mais c'est parce que vous n'êtes jamais fait pincer. Ouais, c'est ça. C'est pas parce que tu vas à 55 km/h dans une zone de 30 à tous les jours quand tu t'en vas travailler que c'est légal de le faire. C'est quand tu vas te faire pincer que tu vas te rendre compte que c'est C'était peut-être pas peut-être la pas la bonne. bonne chose. Exactement. Effectivement. Fait que Euh, oui, je voulais juste peut-être ajouter un mhm. point, là, c'est vraiment, puis nous, chez ABI, c'est là-dessus qu'on axe, qu'on fait la priorité, la communication avec les clients. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi tu vends? En quelle quantité? À quelle fréquence? C'est quoi tes informations? Communication up and down. Tu as des questions. Il y a de mes clients qui ont mon cellulaire, là, qui peuvent me texter pour poser des questions. Puis, tu sais, j'étais quelques minutes ou 1 heure ou deux de lui donner une réponse là, en temps réel. Puis, bon, il y a des gros joueurs dans le domaine du dédouanement. Il y a des entreprises qui ont 3 000 à 4 000 employés, mais je ne suis pas sûr qu'ils ont le même système de communication que des joueurs plus petits ou des joueurs plus impliqués comme chez nous peuvent avoir avec le client. C'est pas tout le monde qui a besoin de ça parce que tu vas arriver à une grosse entreprise comme Alcoa, ils ont des départements à l'interne de courtiers qui sont agréés, qui travaillent pour eux. Donc, ils n'ont pas besoin de services Externe, ouais. externes comme nous. Là. Mais c'est un bon point parce que c'est vrai que la communication à l'interne d'une organisation, mais aussi la communication avec les clients, ça fait partie d'un des éléments importants à considérer dans l'excellence opérationnelle. Fait que le client qui vit les tarifs, les vit aussi. Ils vivent pas la même chose que nous peut-être, mais ils vivent les tarifs aussi. Fait que plus on est capable d'avoir des communications avec eux et des échanges, pas juste d'envoyer de l'info, mais de vraiment s'asseoir ensemble, même si c'est virtuel, mais d'avoir une conversation sur c'est quoi l'impact. Qu'est-ce qu'on peut faire d'une part et d'autre pour amoindrir cet impact-là, pour diminuer son... Je pense que la communication, là, va être critique pour être capable de trouver des solutions ensemble parce que peut-être la solution, elle s'applique avec le client A, mais elle sera peut-être pas la même pour le client B. Fait que je pense que d'établir des liens de communication ou de maintenir des liens de communication étroits avec les clients vont nous aider à mieux pallier à toute cette situation-là puis à mieux affronter les défis là, qui sont là déjà devant nous puis qui vont continuer d'être là. Fait que dans l'excellence opérationnelle, oui, il y a la productivité, il y a l'amélioration continue, mais il y a la communication, il y a aussi les valeurs sur lesquelles on travaille. C'est quoi nos valeurs fondamentales, nous, comme organisation, puis comment est-ce que nos décisions qu'on prend sont supportées par nos valeurs? Fait qu'il faut revenir à la base, il faut s'assurer qu'on reste qui on est, qu'on continue à répondre à notre mission, à notre vision, tout en gérant cette situation-là qui est, je le sais, pas facile du tout pour personne. Mais je pense qu'il y a des éléments de l'excellence opérationnelle qui peuvent vraiment nous permettre peut-être de vivre ça d'une manière un peu plus posée, un petit peu plus posée. Exactement. Exactement. Roch, comment... Là, c'est une question qui est plus compliquée, je trouve, celle-là, mais comment est-ce que une entreprise qui est en train de vivre tout ça, c'est quoi que tu leur considères ou leur conseilles de faire pour intégrer cette réflexion-là des tarifs et de la gestion douanière le plus rapidement possible dans leur organisation? C'est d'établir un plan avec le courtier en douane. Moi, je dirais, là, qu'est-ce qu'on a comme information à l'interne, qu'est-ce qu'on a besoin d'aller chercher, puis établir,
c'est quoi le processus quand il y a une entente de vente faite avec un client à l'exportation jusqu'à la livraison. C'est des blocs, c'est pas, c'est pas multi-échelle, il n'y a pas 50 étapes, à mon avis, dans ce processus-là. Puis, un coup que ça s'est établi, puis le processus est bien déterminé pour chacun des segments, on fait une rencontre à l'interne de dire, bon, bien, OK, c'est à ça que ça ressemble à une exportation. OK, si on ne fait pas ça, ben, il peut arriver telle affaire. Si on ne fait pas telle vérification, il va arriver telle autre affaire. Puis, présenter ça aux employés, je pense que les employés, bon, ils vont le comprendre mieux, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le processus. Parce que les gens en dedans qui préparent des commandes ou qui bâtissent des modules, un coup que ça a passé à la porte, ils ne savent pas où ça s'en va, ça va être traité comment. Fait que de faire comprendre le processus, peut-être le soudeur, en bout de ligne, ça n'y amènera pas une plus-value sur sa valeur de son action auprès, mais il va dire, OK, peut-être, ouais, c'est vrai qu'en bout de ligne, ça prend ça de plus comme temps ou comme information. Mais là-dessus, Roch, il y a deux choses à ne pas sous-estimer. Le soudeur en question, ou la personne qui fait l'assemblage, elle entend les médias pareil quand elle n'est pas au Ouais. travail. Fait que tous les trucs qu'on entend dans les médias, bon, il y a des médias qui sont plus plausibles que d'autres. C'est difficile à savoir de nos jours lesquels sont réels, lesquels c'est des fameuses fake news. Fait que le fait que nous, comme organisation, on prenne le temps d'expliquer ce qu'on a fait à nos employés, indépendamment de leur rôle, je pense que ça va avoir un effet qui va les rassurer, qui va faire en sorte que, OK, tu sais, ce qui se passe dans les médias, oui, mais là, nous, à l'interne, on a des actions qui sont prises, puis Oui, puis c'est plus aussi, clair. peut-être que, tu sais, le produit n'est pas soumis à des tarifs. Fait que là, ils vont dire, ah, OK, ben, tu sais, on est correct pour l'instant, là. Tu sais, parce que Oui, là, tout le monde pense c'est 25 sur tout, là, sur toutes les commodités puis tous les pays, mais c'est c'est pas pas ça. vraiment vrai, là, c'est pas ça. Oui. Si tu le dis, ben non, nous, ce qu'on vend, on est encore correct, il n'y a pas de surtaxe. Mais là, ça va les conforter dans leur travail. Puis, ah, OK, bon, ben, on est bien organisé, on sait où est-ce qu'on s'en va. Puis, il y a des gens qui s'en occupent, qui sont informés, qui se tiennent informés. Parce que oui, si tu regardes des nouvelles, chose que moi j'ai arrêté de faire depuis un bout de temps, là, tu n'as plus fini de finir de dire, bon, c'est quoi la prochaine affaire qui va nous tomber dessus? Là? C'est Oui. un peu invivable. Là. Ouais. Moi, j'ai limité à 30 minutes de nouvelles par jour. Ben, j'écoute les titres. Puis là, si je vois, mettons que j'écoute à Radio-Canada, là, que j'aime bien Patrice, si je vois que son invité ou il y a une entrevue qui est plus longue, si quelque chose va m'intéresser, je vais revenir. Mais non, pas de Ah non, TVA, puis pas c'est de. angoissant. Oui. Oui, exactement. Roch, on a une autre question qui vient de rentrer deux autres questions. Une autre de Benoît. Là, Benoît, la question, elle est un peu boule de cristal, mais je vais la poser quand même. Je ne sais pas si on est capable d'avoir une réponse. Il explique qu'ils ont commencé à saisir dans un poste comptable toutes les nouvelles taxes d'importation imposées récemment par le Canada en demandant aussi le code HS à chacun de leurs fournisseurs pour qu'ils puissent valider la véracité des frais. Est-ce que la question, là, c'est la question à boule de cristal. Est-ce que tu penses que le gouvernement fédéral va avoir un programme d'encouragement des manufacturiers pour rembourser ces tarifs-là? Rembourser, non. Mais par contre, ils ont promis que l'argent était pour être retourné sous forme d'aide, soit Aux aux entreprises emplois affectées, ou oui. aux manufacturiers. Mais par contre, si tu importes des produits qui sont d'origine chinoise, puis tu payes X% de droits de douane, quand tu réexportes le même produit, tu peux faire des demandes de remboursement de droits de douane. Là. Le courtier en douane, il devrait être au courant de ce qu'on appelle le drawback. Il y a des finalités, il y a des modalités à respecter, mais c'est une bonne chose que vous ayez mis ça tout de côté avec les codes HS. Je te suggère très fortement de peut-être impliquer ton courtier en douane, ton représentant, à regarder la faisabilité de remboursement dans les légalités qui existent déjà depuis
multiples années là, du drawback. Là. C'est peut-être une possibilité d'aller récupérer certains montants. Parfait, merci. Et puis, on a une autre question de Marsha. Est-ce que tu peux préciser si le tarif s'applique au coût total qui inclut la logistique, le transport, ou c'est uniquement au prix au produit lui-même, au coût du produit lui-même? Au coût du produit lui-même, la valeur commerciale, mais par contre, si le transport est inclus dans le prix, à ce moment-là, il va être tarifé. Il faut que le transport soit une ligne à part sur la facture commerciale, et que ça soit très bien détaillé. Puis, faites attention à la répartition des montants parce que les douaniers, ce n'est pas des câbles. Là. Si tu mets que ça a coûté 5 000 $ de transport puis ton produit en vaut 1 000, mais là, il y a peut-être Ils quelque vont poser chose des questions. à examen. Exactement. Fait qu'il faut y aller avec la réalité. Puis, non, les frais de dédouanement et de transport, lorsqu'ils sont séparés, ne sont pas sujets à aller surtaxer. Excellente question. Merci beaucoup. Comme à l'habitude, je finis toujours avec les 3 points que je retiens de la conversation. Puis depuis quelque temps, je m'aperçois que 3 points, c'est assez difficile parce qu'il y en a souvent plus que ça. Mais une des choses que je retiens qui est assez importante, c'est le besoin de former les gens à l'interne et pas juste les gens qui sont en transport international, mais vraiment la totalité de l'équipe pour que chacun comprenne, moi, aux ventes, c'est ça l'impact que j'ai, ou c'est comme ça, je peux réduire l'impact pour l'organisation. Au transport, c'est ça. À la facturation, c'est ça avec la question qu'on vient d'avoir. Fait que je pense que la formation continue dans l'organisation sur qu'est-ce qui se passe. Je pense que ça devient encore plus important que c'était dans le passé. Ça va nous permettre d'aligner aussi les efforts entre la vente et tout ce qui est la production et la supply chain pour s'assurer qu'on ne travaille pas l'un contre l'autre, mais qu'on s'en va vraiment dans une direction qui est potable pour l'organisation. On a parlé aussi de la communication à l'externe avec nos clients et avec nos partenaires d'affaires, avec les courtiers en douane, avec les gens comme Rock, s'assurer qu'on va chercher les bonnes informations, qu'on a les bons outils en place, qu'on a les bonnes données en place pour minimiser au maximum cet impact-là quand c'est possible. Et le troisième élément, bon, vous allez dire que je presse pour ma paroisse, et oui, en fait, je le fais, mais je pense qu'il y a un impact important, mais de voir l'opportunité entre guillemets, que ceci occasionne pour peut-être revoir vos pratiques d'affaires à l'interne et de revoir comment fonctionnent vos processus pour être capable d'amener une meilleure productivité tout en engageant les gens, en mobilisant vos équipes à travailler ensemble pour trouver des solutions. Mais je pense qu'il y a une opportunité à se rassembler, à se tenir ensemble dans l'organisation, si on communique bien, si on partage bien les informations et nous permettre comme ça de passer au travers de cette crise-là et de ne pas juste la survivre, mais de sortir de là avec un meilleur succès et avec des meilleures opportunités devant nous. Roch, est-ce que tu rajouterais quelque chose? Je suis d'accord avec toi. Merci beaucoup. Sur ce, vous êtes sur LinkedIn, fait que vous savez comment nous rejoindre, que ce soit moi ou Roch. Si vous avez des questions supplémentaires, on vous invite à nous contacter directement sur LinkedIn. Vous avez ici aussi nos sites Internet sur lesquels vous pouvez voir nos services et nous contacter. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, Roch, pour ta présence. Je sais que c'est un temps super occupé, mais merci. Je vous laisse avec le petit vidéo de conclusion et qui va en même temps vous présenter le prochain épisode qu'on va avoir au mois de mai. Sur ce, merci à tous. Bonne semaine. Merci beaucoup à tout le monde. Au revoir.